justement défendait ce vent libéral depuis longtemps. Écoutez, je crois qu'il faut revenir un tout petit peu en arrière. Je m'excuse, mais il va falloir faire un petit peu de philosophie politique, si vous me permettez. Avec plaisir. Donc, l'Angleterre est un pays dans lequel sont nés beaucoup de mouvements liés à la liberté. Et l'un des plus intéressants, c'est celui, auquel je souscris d'ailleurs, des conservateurs libéraux. Alors, le père fondateur de la vie générale, c'est un homme qui s'appelait Burke, Edmund Burke. Et c'est d'ailleurs une citation d'Edmund Burke, qui est le motto de l'Institut de liberté, c'est « Rien de mal ne peut arriver à un pays si les hommes d'honneur se lèvent et parlent à temps ». Donc, quelle est la thèse de ces Burkiens, mettons? C'est de dire que tous les changements arrivent par le fond de la société, par le bas de la société, et qu'il faut les laisser libres de monter, en quelque sorte. C'est en ça qu'ils sont libéraux. Mais ils sont conservateurs parce qu'ils trouvent que comprendre ce qui se passe dans une société, c'est extrêmement difficile. Et la réalité, c'est que les sociétés sont souvent plombées par des gens qui pensent qu'ils savent plus que les autres, mettons les sachants. Et que ces sachants arrivent et disent, on va par exemple bloquer les loyers pour permettre aux pauvres de se loger. Et puis ça fout en l'air tout le marché immobilier, et ça se pète la gueule, et ça marche jamais. Donc, la base du conservatisme libéral, c'est une extrême modestie intellectuelle, de dire « je sais beaucoup de choses », mais dans le fond, je sais assez peu de choses par rapport aux autres, peut-être j'en sais un peu plus, mais par rapport à ce que la complexité de la société, je suis pas vraiment capable de dire comment l'améliorer. Donc il faut la laisser s'améliorer presque d'elle-même par en dessous, en quelque sorte. Et ça a eu une énorme descendance, burkisme. Et aujourd'hui, sans doute, le plus important descendant, c'est un homme qui s'appelle Thomas Sowell, qui est américain, et je ne saurais trop recommander de lire les livres de Thomas Sowell, d'abord parce qu'il écrit de façon remarquable, ensuite parce qu'il est très rigolo. Et donc, la base de ce raisonnement, c'est de dire, mais laissez la liberté aux gens, les résultats d'actions qui sont prises par des millions de gens comme ça, ce sera sans doute meilleur que quelques-unes prises par des sachants-tout et qui vont faire que des bêtises, qui vont péter le système. Blocage des prix, blocage du changement du droit, etc. Donc, c'est ça la base du libéralisme. Alors en France, nous en avons eu très peu. On a eu grosso modo, allez, je dirais, Tocqueville et Bastiat, pour ceux que ça intéresse, hein, vous pouvez lire les œuvres de Tocqueville et de Bastiat. Un petit peu Raymond Aron, mais ça se discute. Mais aux États-Unis et en Angleterre, vous en avez eu un paquet, et il y en a eu un paquet aussi dans ce qu'on appelle l'école autrichienne, c'est-à-dire qu'un homme comme Hayek était profondément conservateur libéral, c'est-à-dire qu'il disait que les sachants, c'était par eux, il appelait ça la présomption fatale, c'était par eux qu'arrivaient tous les grands désastres dans l'histoire. Si vous voulez, par exemple, le plus grand désastre à l'heure actuelle qui est en train de plomber l'Europe, c'est l'euro, et c'est exactement une présomption fatale. Vous pouvez pas maintenir un taux de change fixe entre des gens qui ont des productivités du travail ou du capital différentes, c'est idiot. Donc, on voit bien qu'on a eu des sachants en France, et je vous en donne un exemple tout à fait extraordinaire. Tout le monde me dit que la France se désindustrialise. Vous avez entendu ça, j'espère. Oui. Et qu'il faut la réindustrialiser, etc. Vous prenez l'indice boursier des valeurs industrielles en Europe, toute l'Europe. Eh bien, les valeurs industrielles françaises font 28% de l'indice. Combien fait l'Allemagne? Moins? Non, j'imagine si vous voulez nous surprendre, je sais pas. Tout le monde dit l'Allemagne sont beaucoup plus industriels que nous, ça va être plus gros. Eh bien, pas du tout, c'est 21. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la France est une puissance industrielle considérable, que nous avons des affaires industrielles gigantesques, mais qu'il n'y en a aucune en France qui a des usines. Ce sont des affaires françaises, mais elles ne mettent plus d'usines en France, elles ne mettent plus d'industrie en France. Et c'est le résultat de cette présomption fatale de ces crétins qui nous gouvernent, qui pensent qu'ils savent mieux comment il faudrait taxer les entreprises, le travail, etc. Donc on voit très bien que les entreprises françaises qui sont pleines d'ingénieurs de qualité, etc., se développent comme des fusées en dehors de France, mais qu'elles ne se développent pas en France. Donc la question qu'il faudrait poser au pouvoir politique français, c'est comment se fait-il que nous ayons une industrie extraordinairement puissante et pas d'usine en France? Et c'est simplement parce que le politique passe son temps à intervenir là où il ne devrait pas aller. Oui. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire ce conservatisme libéral, c'est une façon de penser qui est de dire le mouvement de fond viendra de la base. C'est pas le sommet qui change la société, c'est une invention. Monsieur Musk est plus révolutionnaire que Lénine.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est tout à fait ça, c'est de laisser les gens libres et de cette confrontation des libertés naîtra une société plus juste, plus humaine, plus fraternelle, etc. Et en France, on a décidé une fois pour toutes que la seule chose les seuls qui avaient le droit de parler, d'intervenir, c'était ceux qui étaient au sommet et qui avaient été à l'école alsacienne. Bon, ben c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans la réalité. Donc, c'est ça l'idée. Et ce que fait monsieur... Alors, la façon dont ça se passe aussi, si vous regardez un peu nos sociétés depuis quelques décennies, c'est que dans le corps étatique, vous avez une série d'excroissances qui sont passées, d'espèces de trucs qui sont chargés de réglementer, d'autoriser. On en a un exemple parfait avec l'ARCOM aujourd'hui, si vous voulez, qui sont chargés de vérifier tout ça. Mais vérifier la liberté de parole, ça n'existe pas. Elle peut être vérifiée qu'a posteriori. Et donc, ces gars-là, on leur donne des pouvoirs de réglementation, des pouvoirs littéralement de contrainte étatique, et ils ne sont contrôlés par personne, vérifiés par personne, et on peut pas les virer. Oui, c'est ça. Et nommés, en revanche, par notre nommés par ce pouvoir. Donc, ces espèces de gens sont des tueurs de liberté de façon extraordinaire, et on peut pas les virer. Et ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est que les équipes de Musk, de Trump, Musk, Tulsi Gabbard, Patel, etc., sont en train d'aller dans ces groupes qui sont des espèces d'excroissances cancéreuses de l'État, parce que dans ces groupes s'est développée une corruption inimaginable. Vous n'imaginez pas le degré de pognon qui est volé, mais volé, comme on l'a bien vu avec USAID, c'est volé. Donc ils sont en train ils vont passer au Karcher, tout ça, c'est ce qu'a fait aussi Milley, parce que vous pouvez dire qu'il y a la moitié de la structure étatique aujourd'hui qui est qui est une espèce de truc cancéreux, qui est né de l'absence de responsabilité donnée à des gens à qui on a donné le pouvoir. Oui. Et la démocratie, c'est quand même ce que disent les Anglais, c'est ce qu'on appelle l'accountability, c'est-à-dire que vous êtes responsable et qu'on veut vous virer. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces sociétés extraordinairement corrompues que sont les nôtres, et la corruption passait toujours par 3 domaines, les armes, la pharmacie et la bouffe. C'était les 3 endroits, et vous remarquerez qu'on a mis Kennedy pour s'occuper de l'alimentation et de la santé. De l'alimentation et de la santé. On a mis Tulsi Gabbard pour s'occuper des armes, etc., qui est une ancienne officier, et puis un ancien officier également, un ancien Marines aussi comme ministre de la Défense, et puis Musk pour s'occuper de tout ce qui se passait. La suradministration, oui. Donc, on voit bien que ce qui va se passer, c'est que par exemple, celui qui s'occupait des retraites en France, vous savez, au moment de la négociation, le grand double maître, je ne sais plus comment il s'appelait, au début des discussions sur la retraite avec M. Macron, il avait 14 retraites de l'État. Comment peut-on avoir 14 retraites de l'État? Dans un pays normal, si vous avez servi de l'État, vous devez avoir une retraite, peut-être 2 si vous avez capitalisé ailleurs. Mais donc, on se rend bien compte que aujourd'hui dans nos pays, rien ne marche parce qu'il y a une corruption endémique. Rien ne va aux hôpitaux parce que tout va aux gens qui contrôlent les hôpitaux et dans lesquels on les a mis les amis du pouvoir socialiste. Aujourd'hui en France, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel sont par des socialistes. Les socialistes font 3% des voix en France. Oui. C'est quand même extraordinaire d'arriver à un point de contrôle d'un système étatique par des gens qui ne sont absolument pas représentatifs et que personne n'a voté à ces positions. Donc, ce vent, c'est dans le fond un vent de révolte contre la technocratie corrompue. Oui. Alors, est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez, Charles Gaffe, que ce vent, donc, qui est réel pour le moment, enfin, qui plutôt, en tout cas, aux États-Unis, il souffle. Il souffle, voilà, et qui abat déjà les anciennes fondations américaines, on a parlé de l'USAID, mais il y en aura d'autres, et puis qui va ouvrir beaucoup que des gens puissants vont aller en prison. Oui. C'est-à-dire qu'on peut penser que les Clinton vont se retrouver en tôle. Mais ça, c'est plutôt sur l'ouverture des archives, ou c'est aussi sur ces... Non, oui, c'est sur l'ouverture des archives, mais c'est aussi, si vous voulez, il est quand même curieux que des gens comme des Clinton, qui ont touché, je sais pas combien, 2000, ils étaient touchés, allez, peut-être 180 000 $ par an de salaire, et une fortune de 250 millions de $, quoi. Il faudrait peut-être essayer de trouver comment on est passé de l'un à l'autre. Vous voyez, il y a peut-être des questions qui vont se poser, c'est-à-dire qu'on va remonter toutes les transactions financières que ces gars-là ont fait, et on va trouver que c'est pas bien net, quoi, ce qui leur arrive. Oui. Donc, la contrepartie de ce que je dis, c'est qu'il y a des gens extrêmement puissants qui vont se retrouver en tôle. Et ce qu'a dit Vance à Munich, il leur a dit, bon, toute une série de choses sur la défense. Oui.
Il leur a dit aussi, parce que ce que je décris ici, c'est ce qu'on a appelé l'État profond américain. Il a dit l'État profond américain était protégé contre les poursuites aux États-Unis par le FBI et la CIA qui empêchaient tous les dossiers d'avancer. Mais il y avait aussi sa contrepartie en Europe. Et là aussi, les dossiers n'avançaient pas. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être trouver un moment où ce que nous a dit Vance, c'est que la CIA et le FBI ne vont plus bloquer les dossiers aux États-Unis. Donc, vous allez être au courant en France des saloperies qu'a fait l'État profond européen. Ah oui. C'est là où on arrive à la tentacule française et européenne. Voilà, c'est-à-dire qu'il a dit, si mon but c'est de faire sauter l'État profond américain, ce qui est leur but, et de revenir à une vraie démocratie, eh bien, il est évident que l'État américain avait une filiale à Bruxelles et qu'on ne va pas continuer à la laisser prospérer. C'est pour ça qu'ils étaient tous verts dans la salle. Bon, c'est bien que la défense nationale, ils s'en foutent, mais se retrouver en prison, ça les embête beaucoup plus, quoi. Ouais. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe en Europe, ça viendra des dossiers qui seront ouverts aux États-Unis sur les Européens. D'accord. Donc, en fait, ce vent nouveau qui souffle et qui peut souffler jusqu'à chez nous, il viendrait de là. Il viendrait de là. On découvrirait, par exemple, que je ne sais pas, la présidente de Madame van der Leyen, là, a peut-être signé des contrats et touché quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Oui. Ce qui me surprendrait, hein, compte tenu mais enfin, tout est possible. Vous savez, il est possible que ça soit une vérité. Oui. Il est possible qu'on découvre que telle ou telle société qui a été vendue en France, il s'est passé des versements qui n'auraient pas dû avoir lieu dans des comptes qu'on ne connaît pas, quoi. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que, encore une fois, vous n'imaginez pas à quel point le gouvernement de M. Trump est révolutionnaire. Oui. Révolutionnaire contre cette espèce de maladie de la démocratie, qui est la capture de la démocratie par des technocrates non responsables et qui se rembourbent tout ce qu'ils peuvent. Ce qui est intéressant, c'est que Javier Milei, côté argentin, finalement, a le même genre de vent nouveau. Absolument. Ça a commencé là, d'ailleurs. Oui, ça a commencé avant, donc côté Amérique latine. Et que finalement, il y a aussi comme une volonté, ça vient aussi du peuple, c'est-à-dire qu'on a là, on sent bien que le vent chez nous, ces embranchure, comme vous l'avez dit, de corruption, d'ouverture de dossiers, etc., risquent d'aller mouiller nos élites européennes et françaises, et donc de nous forcer à nous interroger sur certains systèmes en France. Mais on pourrait aussi imaginer des élections à la Javier Milei, à la Trump. Ça pourrait aussi venir du vote. Enfin, c'est pas encore le cas en France, mais peut-être qu'il y a véritablement un vent libéral dans ce sens-là qui pourrait arriver en France. Non, vous n'y croyez pas? Je sais pas si j'appellerais ça libéral. C'est un vent. Comment dire? Je vais vous dire quelque chose de curieux. J'ai vécu 10 ans à Hong Kong, dont une partie après ce qu'on appelait le handover, c'est-à-dire le passage de Hong Kong à la Chine, etc. J'étais beaucoup plus libre à Hong Kong que je ne le suis à Paris. Oui. C'est-à-dire, à Hong Kong, si je ne m'occupais pas de politique, dans le domaine économique, le domaine social, ils vous foutaient une paix royale, et en Chine, partout, c'est vrai. C'était le discours de Solzhenitsyn à Oxford, hein, c'est à peu près ce qu'il disait. Oui. C'est exactement ça. Donc, le discours de Vance, c'est la réponse des gens convenables chez nous au discours de Solzhenitsyn, qui nous disait, vous allez vous faire bouffer par ces espèces d'un petits hommes gris abominables qui vont vous empêcher de vivre, vous empêcher de travailler, vous empêcher d'inventer, vous empêcher de vous promener. Et je trouve quelque chose de très curieux, c'est que la gauche, enfin ce qui aujourd'hui est la gauche, est maintenant violemment contre la liberté d'expression. Oui. C'est nouveau. Moi, pendant toute ma jeunesse, ils gueulaient comme des putois parce qu'ils voulaient parler tout le temps. Mais à partir du moment où ils ont le monopole de la parole, ils ont décidé que les autres n'avaient plus le droit de parler. Et c'est contre ça qu'il faut lutter aussi. Si vous voulez, la fermeture de C8 est grotesque. Oui. Dans une démocratie, c'est grotesque. Et fermer C8 après le discours de Vance, c'est vraiment se foutre du monde. Parce qu'il leur a dit, il a dit à ses élites, arrêtez d'avoir peur de vos concitoyens. Oui, mais c'est vrai que c'est assez. Vous avez raison, c'est une réponse au discours de Solzhenitsyn, et d'ailleurs c'est un discours très intéressant qu'il faut vraiment écouter, hein, celui de J.D. Vance. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mouvement de fond, et c'est pour ça que je pense que ça va marcher. C'est pas mené par des élites. En fait, les élites trahissent aussi vite qu'elles le peuvent. C'est mené par des gens du bas qui disent ça va pas du tout, les gars. Oui. Je suis pas content. Sire, j'en ai gros, vous savez. Oui.
Enfin, on peut dire que, enfin, vous dites c'est pas mené par des élites, mais entre Elon Musk, par exemple, au Doge et Donald Trump, ça reste des élites. Oui, mais vous avez Tulsi Gabbard, qui est un lieutenant-colonel dans l'armée, vous avez le ministère de la Défense, qui était un ancien Marine, Oui. vous avez Bongino, qui est le numéro du FBI, vous avez Patel, qui était un type du FBI aussi, vous avez une partie de cette classe administrative qui veut rester honorable, parce que moi, la grande surprise de ma vie, c'est que quand j'étais enfant ou jeune, les hauts fonctionnaires français étaient irréprochables. Les gens comme Guillaume, Delouvrier, etc., et c'était des moines soldats, quoi. Il fallait pas rigoler. Et depuis les années Mitterrand, la haute fonction publique est devenue profondément corrompue, à un point invraisemblable. Donc, il y a des gens dans cette haute fonction publique qui se disent, mais c'est pas moi, j'accepterai pas. Alors, ils sortent aux États-Unis parce que c'est plus facile. Je suis sûr qu'il y en a en France, mais et si vous avez un haut fonctionnaire qui a pris des positions parce que son honneur était entaché, sa carrière s'est arrêtée là. Ou alors il a été tué. Mais ça, c'est comme c'est arrivé à Bérégovoy ou à d'autres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus facile aux États-Unis parce que vous avez des gens qui ont gagné des sommes absolument monstrueuses, qui peuvent faire de la politique indépendamment des subventions qu'ils reçoivent. Oui. Après, mais en France, dans la mesure où l'État fait 60% du PIB, il n'y a pas une société qui vit sans commande de l'État. C'est-à-dire que vous n'avez pas un seul capital. Vous avez peut-être Bolloré, allez, mais les autres, ils passent leur temps à courir pour se cacher. C'est-à-dire que les entrepreneurs français qui se lèvent et qui essayent de rendre notre État plus démocratique et de nous débarrasser de la technocratie, il y en a peu. Ils essayent plutôt de se mettre d'accord avec eux pour devenir des monopoles. Oui. Charles Gab, je voulais revenir un petit peu sur la France et cette conférence Alliance for Responsible Citizenship. Est-ce que vous en avez vous-même compris? Est-ce qu'il peut arriver en France? Est-ce que les voix que vous avez pu entendre, dont celle d'Alexandre Peset, vous inspirent? Mais puisque vous parlez de ce fonctionnement américain avec, on va dire entre guillemets, une forme d'oligarques ou des princes d'argent qui ont pris un pouvoir politique, mais qui du coup... C'est pas des oligarques, parce que les oligarques russes, avant que Poutine ne les détruise, les oligarques russes, c'était des gens qui avaient pillé l'État pour devenir riches. Oui. Tandis que là, c'est pas du tout des gars qui ont pillé l'État, c'est des gars qui ont fait une fortune considérable en dehors, qui sont des vrais inventeurs, des vrais entrepreneurs, et qui disent ma légitimité en tant que créateur de richesse est très supérieure à la légitimité de ces gars-là qui détruisent la richesse. Donc, c'est une espèce de révolte. Je ne sais pas si vous avez lu La Grève d'Ayn Rand. Non. La Grève, c'est un livre qui a été publié dans les années 48 et elle était juive, elle était de Moscou au départ, elle est venue aux États-Unis, elle a écrit ce livre qui s'appelait en anglais Atlas Shrugged, et qui est le plus vendu aux États-Unis après la Bible, depuis 48. Et c'est l'histoire d'une société qui est fondée sur les gens qui sont gentils, qui s'aiment les uns les autres et tout, et qui devient de plus en plus dysfonctionnelle. Et à la fin, tout le monde se met d'accord pour taper sur les patrons qui sont des horribles, et tous les patrons en ras le bol, et ils vont se mettre dans une espèce de petite principauté qui est dans les Rocheuses, et le pays s'écroule parce qu'à partir du moment où ces gens éminents s'en vont tous, bon, c'est un roman qui fait 1200 pages, qui se lit assez facilement, mais qui est prodigieux parce qu'il décrit la France d'aujourd'hui comme jamais j'ai vu une description. Donc vous lisez Ayn Rand et vous vous rendez compte que là, on a la révolte des créatifs contre les administratifs. Ce que dit ce bon Raoult, que j'aime beaucoup, il a une phrase très forte. Il dit, dans le fond, les sociétés humaines peuvent être organisées entre gens qui se réunissent en vertu de leurs compétences et des gens qui se réunissent en vertu de leur obéissance. Et aujourd'hui, vous avez la révolte des compétents contre les obéissants. Oui, et les obéissants ont prétendu nous forcer à être obéissants, alors que nous sommes juste compétents. Eh ben, ils sont en train de se faire péter la gueule, et moi j'adore ça. et ceux qui avaient, d'ailleurs, ceux qui étaient là à Londres, à la conférence, les grands speakers, il y avait Jordan Peterson, que beaucoup de gens connaissent. Il y avait le Ferguson, le grand historien britannique. Il y avait son épouse, qui était cette fille qui vient de Somalie, qui est magnifique d'ailleurs, et qui a été députée au Parlement hollandais, qui est partie aux États-Unis, et qui réfléchit sur les problèmes de relations avec l'islam, et qui est tout à fait remarquable.
il y avait un ancien ministre de l'énergie américain, il y avait deux anciens premiers ministres australiens. Donc, toute cette espèce de monde conservateurs libéraux qui ont créé le monde moderne, comme le veuille ou non, c'est eux qui ont créé le monde moderne à partir de 1800. Ils se sont dit, bon, il faut qu'on se mette ensemble et qu'on fasse ce que Burke disait, que les hommes d'honneur se lèvent et parlent. Mm. Et il y en avait d'autres encore. Et j'ai trouvé ça assez prodigieux. Et celui qui finance ça, je le connais très bien, c'est un garçon qui s'appelle Paul Marshall, qui a créé il y a à peu près, que je connais depuis 40 ans, qui était chez Warburg, une grande banque d'affaires britannique quand j'étais jeune, où il gérait de l'argent. Et ils sont partis à deux, avec un autre garçon qui s'appelle Ian Weiss, et ils ont créé un des plus gros hedge funds au monde. Et ils gèrent à peu près maintenant 40 ou 50 milliards de sterling ou plus. Charles Gave, un financier et entrepreneur bien connu, affirme que les élites bureaucratiques vont être balayées par l'histoire. Il pense que des figures politiques comme Donald Trump aux États-Unis et Javier Milei en Argentine représentent le retour de la liberté au pouvoir. Son point de vue repose sur l'idée que les élites bureaucratiques, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires et les technocrates qui contrôlent les décisions politiques et économiques, ont pris trop de place et ont éloigné les citoyens du pouvoir réel. Pour lui, ces élites ont instauré un système lourd et inefficace qui freine la croissance économique et limite la liberté des individus. Selon Gave, ces élites sont souvent coupées des réalités du terrain et prennent des décisions qui favorisent leurs propres intérêts plutôt que ceux de la population. L'exemple de Donald Trump illustre bien ce phénomène. Lorsqu'il a été élu en 2016, c'était en grande partie grâce à des Américains frustrés par le pouvoir en place. Trump a fait campagne sur un discours anti-élite, dénonçant l'establishment politique et promettant de redonner du pouvoir au peuple. Il a réduit les impôts, allégé certaines réglementations et mis en place une politique économique axée sur la liberté d'entreprendre. De son côté, Javier Milei, élu président de l'Argentine en 2023, est un économiste ultralibéral qui critique fortement l'État et ses dépenses excessives. Il veut réduire la bureaucratie et donner plus de place au marché libre. Son élection montre que de plus en plus de citoyens rejettent les modèles économiques traditionnels qui ont conduit à la crise dans leur pays. Charles Gave considère que ce rejet des élites bureaucratiques est une tendance mondiale. Il pense que les gens en ont assez des taxes élevées, des réglementations compliquées et des politiques économiques qui ne profitent qu'à une minorité. Il critique particulièrement l'Union européenne, qu'il voit comme un exemple parfait de bureaucratie pesante et inefficace. Selon lui, Bruxelles impose des règles contraignantes qui nuisent aux économies nationales et empêchent la liberté des individus et des entreprises. Pour Gave, le Brexit est un bon exemple de cette volonté des peuples de reprendre le contrôle sur leur destin. Dans ses écrits, il met aussi en avant l'importance de la liberté économique et de la responsabilité individuelle. Il estime que chacun devrait pouvoir gérer son argent et ses investissements comme il l'entend, sans que l'État n'intervienne trop. C'est d'ailleurs le sujet de son dernier livre, « Cessez de vous faire avoir, occupez-vous de votre épargne », où il conseille les citoyens sur la manière de protéger leur argent face aux décisions économiques des gouvernements. Il met en garde contre les politiques monétaires qui peuvent affaiblir la valeur de l'épargne, comme l'impression excessive de monnaie qui entraîne l'inflation. Son analyse repose sur une opposition entre un État interventionniste et une société plus libre où les individus ont plus de pouvoir sur leur propre vie. Il pense que le succès de Trump et Milei montre que cette idée gagne du terrain. Pour lui, ces dirigeants symbolisent un réveil des citoyens qui veulent moins d'impôts, moins de règles et plus d'opportunités économiques. Il prédit que ce mouvement va continuer à s'amplifier et que d'autres leaders avec une vision similaire pourraient émerger dans d'autres pays. Selon lui, l'histoire est en train de tourner la page des élites bureaucratiques et un nouveau modèle basé sur la liberté individuelle est en train d'émerger.